On air. Good morning. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette session d'information pour un environnement de travail sain, salubre, qui est maintenant un principe fondamental du droit au travail. Je m'appelle Félix Martin Data et je travaille auprès du Centre de formation de l'Organisation internationale du travail. Aujourd'hui, je serai votre modérateur pour cette session d'information. Donc, en toute première instance, je voudrais vous informer et vous dire quelles sont les fonctions les plus importantes pendant ce webinaire. Donc, ce que vous pouvez utiliser, donc la première de ces fonctions, c'est l'interprétation simultanée. Vous avez l'interprétation en espagnol et en anglais et en français pendant toute la session. Vous aurez aussi une autre fonction à votre disposition, c'est-à-dire le chat box pour les questions et les réponses. C'est là que vous pouvez poser, écrire vos questions. Et je soumettrai ces questions à nos collègues de l'OIT qui sont là pour répondre. Considérez en tout cas qu'on attend quelques centaines de participants, donc on n'est pas sûr d'être en mesure de répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, on ferait de notre mieux pour y répondre pendant cette session d'information. Et donc, encore pour vos informations, la session sera complètement enregistrée en français, espagnol et anglais. Il y aura aussi la vidéo de la session enregistrée qui sera disponible sur le canal télévisé de l'OIT. Les sessions seront transmises aussi dans le canal de l'OIT en streaming. Donc, les participants qui n'ont pas eu l'occasion de s'enregistrer pour cette session auront la possibilité et l'opportunité de la voir et donc suivre ces travaux. Alors, enfin, nous allons vous donner dans le chat box, on va vous donner les liens pour les documents, les bibliographies, ce qui est le plus fondamental en termes de thème et domaine de cette session d'information. Vous trouverez là les documents traduits en français, anglais ou espagnol. Donc, on va commencer donc avec quelques mots d'introduction. En guise d'introduction, le premier rapporteur de cette session est Madame Elizabeth Newton. C'est la vice-directeur générale pour les politiques de l'OIT. Donc, merci Martha d'être là avec nous. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Bonjour de l'Indonésie. C'est vraiment un plaisir de voir un public si nombreux pour justement avoir les informations sur cette résolution historique de l'OIT. Comme vous le savez, le 6 juin 2022, la Conférence internationale du travail a décidé d'inclure un environnement du travail sûr et sain comme cinquième pilier du cadre des principes et droits fondamentaux au travail. Et pourquoi cela est tellement pertinent? Eh bien, parce qu'en 1998, la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail engageait tous les membres de l'OIT à respecter ces droits. Il inclut la liberté d'association, la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination
l'abolition du travail forcé et l'abolition du travail des enfants, aussi bien que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Eh bien, dans la déclaration de 98 en juin 2022, ce droit à un environnement de travail sûr et sain a été élevé au même niveau que les 4 autres principes fondamentaux et donc reconnu comme au niveau international comme un droit universel du travail. Donc, cette décision historique est le résultat d'un processus qui a entamé en 2019 lorsque la conférence a reconnu, à travers sa déclaration du centenaire, que les conditions de travail sûres et saines sont fondamentales pour un travail décent. Et donc, le conseil d'administration, dans sa résolution, a justement entendu dire qu'il faut examiner dès que possible les propositions visant à inclure ces conditions de travail sûres et saines. Eh bien, ce sont vraiment les principes fondamentaux. Le préambule donc de la Constitution de l'État de 1919 notait que la protection du travailleur contre les maladies et les accidents résultant de son emploi était vraiment quelque chose à améliorer et insérer d'urgence. En 1944, la déclaration concernant les buts et les objectifs de l'OIT, c'était la déclaration de Philadelphie, a identifié une obligation solennelle de l'OIT de mettre en place les programmes qui permettent de réaliser une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs. Donc, l'inclusion de cet environnement de travail sûr et sain dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail va renforcer l'application universelle des principes inscrits dans les 2 conventions désormais considérées comme fondamentales. On parle de la Convention 155 et la Convention cadre promotionnelle pour la sécurité et la santé au travail 187. Eh bien, maintenant, on pense s'engager à respecter, promouvoir, réaliser ce droit fondamental, cela de la part de tous les membres de l'OIT, qui est ou non ratifié les conventions. Donc, le 6 juin a marqué le début d'un long voyage pour garantir que toutes les personnes dans le monde ont le droit d'aller au travail et de rentrer chez eux vivants, indemnes, en bonne santé. C'est en fait une décision qui nous appartient maintenant et à l'avenir. Donc, il faudra travailler pour mettre en œuvre un soutien pour les États membres à respecter et progressivement insérer ces principes de prévention. Donc, on est ici là pour apprendre davantage et l'OIT s'attend de soumettre son soutien à vous tous et toutes pour garantir un environnement sain et sûr et salubre selon les droits fondamentaux et les principes fondamentaux du droit au travail. Et avec cela, je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Martha, de votre travail exceptionnel. Et maintenant, on commence avec l'introduction de M. Tudor, vice-secrétaire général auprès de la Confédération internationale des syndicats. Monsieur Tudor, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux et joyeux de voir ce que les syndicats ont depuis longtemps considéré comme un droit fondamental au travail, mais on est absolument ravis parce que c'était vraiment la réalisation d'une structure tripartite telle que l'OIT. La santé au travail, c'est vraiment l'emblème gagnant-gagnant pour les entrepreneurs, pour les employés, mais pour nous, cela veut dire que tout le monde peut aller au travail et revenir sain, en santé. Donc, le droit à un environnement de travail sain et salubre demande vraiment des investissements importants de tous les professionnels de la santé et sécurité, de toutes les institutions. Mais quand notre organisation a pris cette décision, nous avons organisé une conférence pour analyser la Convention de Rotterdam, où le tout est inséré dans le contexte d'un nouvel environnement qu'il faudra adresser concernant toutes les pertes et toutes les lacunes. Donc, c'est vraiment une sorte de passerelle entre les mandants de l'OIT. C'est une façon de lutter
lutter contre les thèmes liés à l'environnement, thèmes biologiques. Donc, l'Union européenne a signé un accord commercial qui inclut aussi des définitions sur la santé au travail et les conventions de l'OIT. La prochaine étape par rapport à ce que nous faisons en termes de mouvement sera la ratification et mise en œuvre de la Convention fondamentale 155 et 87, aussi bien que toutes les autres conventions. Deuxièmement, nous voulons insérer de ressources majeures concernant les questions liées à la santé et sécurité au travail pour soutenir les employeurs et les syndicats à faire de leur mieux. Troisièmement, il faudra inclure dans les analyses et les audits tous les accords commerciaux, dans les chaînes d'approvisionnement, tout ce que sont les demandes pour garantir un environnement sain et salubre à tous les opérateurs. On va travailler en consultation. Nous voulons créer des comités préposés à la santé et sécurité au travail, sorte de comités tripartites, comme demandé par la Convention 155. Nous voulons faire davantage en termes de services pour la santé et sécurité au travail, pour faire en sorte que toutes les règles soient suivies. Fondamentalement, on est là pour apprendre une leçon d'après la pandémie COVID-19. Et même si la décision a été prise pendant la déclaration du centenaire de l'OIT, je pense que maintenant tout le monde a entendu parler de la pandémie et COVID-19 qui a témoigné de façon très claire et nette pourquoi on a davantage besoin de ces règles sur la santé et sécurité au travail pour protéger nos gens, nos employés contre toute maladie et accident sur le travail. Donc, je m'attends à une discussion vivace et je m'attends aussi qu'il y aura le futur de mise en œuvre pour toutes ces questions et choses qui ont été la décision finale de l'OIT prise le mois de juin. Merci beaucoup de votre mot. Merci. C'était une session très intéressante. Et maintenant, je voudrais vous donner la parole à Monsieur Mathias Storn, vice-secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs. Monsieur Storn, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir ici à Genève de voir combien de participants sont là pour débattre ce sujet tellement important. C'est vraiment une chose grandiose. Comme Martha l'a dit, le fait de considérer ce cinquième pilier parmi les droits fondamentaux au travail, c'était vraiment une pierre angulaire. C'est parmi les documents les plus importants de l'OIT. Il faudra inclure les éléments sur la sécurité au travail dans toutes les déclarations. Que tous les membres, tous les gouvernements doivent travailler sur la SST indépendamment qu'ils aient ratifié les conventions fondamentales ou pas. Et donc, cela donne un impact fondamental parce qu'il faut faire des rapports sur cela. La SST est fondamentale même au-delà de l'OIT. On a parlé de l'importance des accords commerciaux. Beaucoup d'accords commerciaux font référence à la SST ou se réfèrent aux principes et droits fondamentaux au travail. La déclaration a une clause sûre qui veut dire que toutes les normes doivent prendre en compte la SST. Mais cela s'est déjà produit dans le passé. Beaucoup d'entreprises font référence aux principes et droits fondamentaux au travail dans leur politique, dans leur code de comportement. Ils font une référence directe à la SST. Cela veut dire que l'impact d'inclusion de la SST à la déclaration de 99 est fondamental. C'est un impact énorme qui va influencer les entreprises de plusieurs manières. Donc, bien sûr, les entrepreneurs, les États doivent mettre en
place les conventions, la 155, les États membres doivent soutenir cela et doivent faire en sorte qu'il y ait assez de ressources pour mettre en place les normes. La SST a besoin de la participation active des entreprises, des gouvernements et des travailleurs. Et donc, les trois mandants doivent absolument agir à travers les syndicats et les organisations des employeurs. De ce point de vue-là, eh bien, les entreprises et les organisations des entrepreneurs ont un effet multiplicateur, notamment les petites et moyennes entreprises. Il faut donc renforcer les capacités vis-à-vis de la mise en œuvre de ces conventions qui sont fondamentales. Merci beaucoup d'avoir organisé cette séance d'information et c'est seulement la première étape. Il faut vraiment dire tout le temps aux mandants ce que ça veut dire cela en pratique. Merci, merci beaucoup et j'ai hâte d'écouter vos discussions. Thank you very much, Mr. Torns, for your words and your presence with us in this. Merci beaucoup, Monsieur Torns, et de vos paroles. Maintenant, nous allons passer le micro à Madame Vera Paquete-Perdigao, qui est la directrice du département de l'OIT sur le tripartisme et elle est dans le département qui a la responsabilité de tout ce qui est santé et sécurité au travail. Elle va parler de la résolution de la conférence internationale du travail et quelles sont les opportunités pour le monde de travail grâce à cette résolution. Madame Verdiga, à vous la parole. Merci beaucoup, bon après-midi. Félix, comme l'ont mentionné les intervenants précédents, il s'agit d'une pierre angulaire pour les mandants de l'OIT. Nous devons absolument prendre en compte les impacts et voir également les opportunités pour le monde du travail. Je crois que Mathias a souligné ces opportunités. Mais je voulais faire un petit pas en arrière pour vous expliquer quelle est l'importance de cela et relier cela au mot de Wen. En fait, toutes les minutes, il y a 5 morts dans le monde du travail dans le monde. Ce sont les données de l'année dernière de l'OIT et de l'OMS qui ont montré qu'il y a presque 2 millions d'accidents mortels. Il y en a eu entre 2010 et 2016. Cela veut dire que 82% de ces accidents étaient dus à des maladies professionnelles. Et la cause principale de ces morts sont les maladies cardiovasculaires. Comme l'a dit Owen, personne ne devrait mourir parce qu'il va travailler. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce point-là. Mais il faut également prendre en compte et se rendre compte des effets troublants de la COVID-19, par exemple, comment cela a impacté la vie, la santé, les entreprises, la gouvernance. Et bien sûr, il faut garantir un milieu de travail sûr et salubre. La COVID l'a montré et parce que les maladies représentent un fardeau énorme pour les sociétés et pour les lieux de travail qui doivent être prêts à faire face à toutes sortes d'urgences. Donc, le fait de prendre en compte un milieu de travail sûr et salubre et l'inclure dans les conditions de travail et dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail est quelque chose qui jette les bases de la justice sociale, permet tous les travailleurs de travailler de manière digne, de manière libre, en fournissant à tout le monde les mêmes opportunités, aux femmes comme aux hommes, et permettre aux organisations syndicales d'exprimer leur voix et de faire en sorte que tout le monde le fasse dans un milieu de travail sûr et salubre. La reconnaissance des conditions de travail sûres et salubres dans le cadre des principes et droits fondamentaux et la reconnaissance des conventions 155 et 187 en tant que conventions fondamentales réaffirme l'obligation des pays membres à promouvoir les principes qui contiennent les clauses de ces conventions. Cela, progressivement, permet de mettre en place des systèmes, des programmes, des politiques
et de construire, de mettre en place toutes les dispositions nécessaires. Le principe de la prévention est une priorité fondamentale. On a entendu ce qu'a dit Mathias. Comment peut-on augmenter nos capacités pour soutenir les États membres? Quelles sont donc les opportunités du fait que le milieu de travail sûr et salubre devient un 5e pilier? Eh bien, cela affirme l'importance mondiale de la sécurité et de la santé au travail exprimée, soutenue par les mandats tripartites de l'OIT. Et cela dans un engagement collectif renouvelé vis-à-vis de la protection des travailleurs contre la maladie, contre les blessures pendant le travail. Ensuite, cela met en évidence l'importance du plaidoyer pour mieux sensibiliser vis-à-vis de la promotion d'un milieu de travail sûr et salubre et pour s'engager vis-à-vis des réponses durables qui peuvent être offertes vis-à-vis des défis, les nouveaux défis et les défis traditionnels liés à la prévention. Cela fait appel également à plus de ratification. Nous espérons que le fait que ça soit devenu un 5e pilier va encourager les États membres à ratifier les 2 conventions 155 et 187 et suivre également ce que l'on avait fait pour la convention précédente sur le travail des enfants. Ensuite, les politiques nationales sont fondamentales. La ratification est un bon point de départ, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en place, il faut mettre en œuvre, il faut s'engager pour que les États membres arrivent vraiment à la réalisation de tous les principes et droits fondamentaux. Nous avons besoin de politiques au niveau national pour que tous les travailleurs puissent être écoutés et vus comme des parties prenantes et prendre en compte tout ce qui peut impacter la santé mentale et physique des travailleurs. Nous devons également faire un travail de renforcement des capacités de connaissance à travers les rapports, la diffusion des informations, mais également l'expertise pour soutenir les États membres et le renforcement des capacités pour les gouvernements. Et finalement, la reconnaissance du 5e pilier en tant que principe et droit fondamental est lié à la nature même du 5e pilier. C'est-à-dire, il faut considérer les spécificités de ces droits qui vont permettre à l'OIT de travailler davantage avec les pays membres pour avoir des interventions intégrées. Pour conclure, l'avenir du travail est ici, maintenant, plein d'opportunités et même d'incertitudes. La technologie, le changement climatique, les transformations liées à l'organisation du travail, à la démographie sont certains des moteurs du changement qui vont avoir un impact sur la santé et la sécurité au travail, dans l'avenir du travail. Il faut être préparé à ces nouveaux défis et on espère que nous avons appris quelque chose à cause de la pandémie actuelle. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Perdigao. Maintenant, nous avons l'intervention de Monsieur Joaquín Núñez Pintado, qui est le chef de la MINOSH, le département de la SST et le tripartisme qui s'occupe de l'administration du travail et de l'inspection du travail et de la SST. Joaquín va parler de ce qui est nécessaire et puis il va nous parler du fait de travailler dans un milieu sûr et salubre, de son importance et comment l'OIT soutient les États membres à ce propos. J'ai quelques questions pour M. Núñez Pintado. Joaquín, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des 2 nouvelles conventions fondamentales? Qu'est-ce que cela implique pour le gouvernement, les employeurs, les travailleurs? Et en pratique, qu'est-ce que cela veut dire pour nos vies? Et pourquoi est-ce que cela devrait être important? Merci, Félix.
Bonjour, bonsoir à tous. Je vois qu'on a beaucoup de participants. Je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de personnes avec nous et je vais répondre immédiatement. La SST est fondamentale pour nous tous, indépendamment de notre travail, de notre fonction, de notre secteur, à tout niveau de responsabilité. Nous pourrions toujours tous avoir un accident pendant que nous travaillons qui pourrait nous impacter physiquement, mentalement à cause du travail. La prévention, les mesures sont fondamentales pour tous. Un milieu de travail sûr et salubre est fondamental, est devenu un nouveau principe et droit fondamental. Eh bien, cela a été déjà dit, mais parce que c'est vital de saisir ce principe et que tous les pays membres devraient respecter, mettre en œuvre de bonne foi ces principes indépendamment qu'ils aient ratifié les deux conventions considérées comme étant fondamentales. Pourquoi ces deux conventions sont fondamentales? Eh bien, la 155 et aussi la 187 sont des instruments essentiels pour la gouvernance de la SST et de la gestion de la SST au niveau des entreprises. Ces conventions couvrent tout le secteur économique, dans le secteur public, dans la fonction publique et privée, indépendamment des fonctions et des types d'emplois. Cela demande au gouvernement, en consultation avec les organisations les plus importantes d'employeurs et de travailleurs, de mettre en place et réviser régulièrement un programme et des politiques nationales pour la santé au travail qui devraient être mises en place dans le cadre d'un système national ou une infrastructure nationale qui devrait être composée par toutes les fonctions, toutes les parties prenantes, les organisations des travailleurs et des employeurs, tous ceux qui ont des responsabilités, qui s'occupent de machines, de substances, des produits introduits sur le marché qui parfois comportent des dangers pour la population. Cela met en évidence également le rôle des gouvernements qui doivent bien sûr mettre en œuvre tous ces principes et les responsabilités doivent être prises en compte par les politiques nationales qui doivent être coordonnées avec d'autres politiques pertinentes. Pour entrer dans les détails, par rapport aux dispositions de la Convention 155, il faudrait remarquer que tout l'instrument et la 187 aussi se base sur l'idée de la prévention. Et cela est assez important parce que la prévention va vraiment au-delà du lieu de travail. Cela signifie qu'il y a une responsabilité fondamentale de la part de l'État de créer des conditions favorables et propices pour ne pas avoir de maladies ou d'accidents. D'après la Convention 155, on demande aux États membres de formuler, de mettre en œuvre et réviser périodiquement ces politiques nationales qui devraient prendre en compte la réglementation et le contrôle de tout ce qui est lié à la conception, aux installations, l'utilisation, l'entretien des machines qui sont dans les lieux de travail, les équipements, les process, etc. Aussi bien en termes de protection de la santé physique que mentale de tous les travailleurs dans tous les secteurs. Les politiques devraient également contenir des dispositions concernant la formation, la qualification et demander à tous les niveaux. Et cela devrait également contenir des clauses pour avoir des mécanismes importants de coopération et coordination au niveau national, privé, public, entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, les directions des entreprises. Une partie très importante de cette politique concerne aussi la détermination de mécanismes et de mesures pour s'assurer que les travailleurs et les représentants soient protégés contre des mesures disciplinaires en tant que résultat de mesures entreprises pour se protéger contre d'accidents possibles sur le lieu de travail. Cela marche en parallèle avec d'autres critères
de la Convention 155, c'est-à-dire le besoin de mettre en place un système efficace au niveau national de conformité d'inspection du travail et bien sûr avoir un cadre juridique qui puisse répondre aux besoins réels des pays. La Convention 155 prend en compte également le besoin d'avoir la SST dans tous les niveaux de l'éducation également et la formation professionnelle, médicale, etc. Cette convention est importante non seulement parce qu'elle prend en compte les éléments minimums des politiques, mais aussi parce que cela contient des dispositions directement applicables au lieu de travail. Les lois adaptées à travers les politiques locales ou nationales. Il est important de dire que quand il s'agit du milieu du travail, la Convention 155, il y a des références très fortes à la coopération dans le monde du travail. La coopération entre la direction, les travailleurs, les représentants des travailleurs, cela est clé pour toutes les dispositions de la Convention 155, notamment au niveau du milieu du travail. Par exemple, cette convention affirme que les représentants des travailleurs, dans plusieurs formes, devraient recevoir des informations sur les mesures de prévention adoptées par l'employeur et contacter également leur organisation sur ces informations pourvu qu'elles ne contiennent pas de secret. Donc, tout doit être transparent. La Convention 155 affirme également que les travailleurs et leurs représentants devraient recevoir une formation spécifique pour pouvoir connaître les risques, les aléas auxquels ils sont exposés et comment se protéger du point de vue de la SST. Cette convention affirme également que les travailleurs devraient être consultés par les employeurs par rapport aux risques associés à leur travail. En parlant toujours des dispositions de la Convention 155 au niveau national, eh bien, cela devrait faire partie de la législation nationale et nous savons que l'obligation fondamentale dit que tout travail ne doit comporter aucun risque pour les travailleurs, mais cela dépend des employeurs. Les gouvernements, de leur côté, devraient créer des politiques qui doivent être mises en place par les employeurs en garantissant un cadre juridique, un cadre de qualification applicable sur le lieu de travail, permettre également d'avoir des conseils, consultations, le contrôle, la protection des machines, des substances, etc. Pour revenir aux obligations des employeurs, on leur demande également, quand nécessaire, de fournir des équipements, des dispositifs de protection personnelle, individuelle, pour que les travailleurs puissent se protéger des risques auxquels ils sont exposés. Comme on sait, c'est le dernier ressort, une mesure complémentaire, seulement quand d'autres mesures de contrôle ou de protection ne sont pas efficaces. Donc, il faut la collaboration de la part de tout le monde par rapport aux provisions, par rapport aux dispositions prises et tout ce qui représente justement le groupe des fournisseurs. Il est aussi important de dire que le travailleur qui s'est éloigné de son lieu de travail et qui a des justifications raisonnables pour dénoncer la présence imminente d'un péril ou d'une situation dangereuse, il sera absolument protégé contre toute responsabilité plutôt que mesures disciplinaires. Donc voilà, en général, les éléments les plus importants par rapport aux obligations en termes de respect, promotion des principes de la Convention 155. On passe maintenant à la Convention 187 rapidement. Quand on analyse ces normes
qu'est-ce qu'on y trouve en termes d'indications pour les États membres? Eh bien, l'exigence de créer des outils pour la promotion continue de la SST. Donc, ces outils, ces instruments sont des politiques nationales déjà définies par la Convention 155, mais la Convention 187 présente aussi l'exigence de formuler un système national. Cette convention affirme que le système et les programmes devraient prendre en charge les principes établis en termes de normes internationales du travail, et je vais en parler plus en détail. Les programmes nationaux ou les stratégies nationales, comme on les appelle dans certains pays, doivent être formulés, suivis, évalués et périodiquement revus en consultation avec les représentations des travailleurs et des employeurs. Ces programmes doivent établir un système d'action visant à des objectifs spécifiques, indicateurs de progrès, et encore devraient être intégrés avec des programmes et des plans nationaux. Par exemple, on a vu l'importance de la coordination des programmes SST, programmes publics aussi, tout au long de la pandémie. Tout cela en termes de recherche aussi, éducation, développement industriel, etc. Les politiques nationales et les programmes nationaux n'existent pas dans le vide. Et donc, voilà pourquoi la Convention 187 demande ou exige que les gouvernements, en consultation avec les travailleurs et les employeurs, cherche à établir un développement séquentiel, revu périodiquement, un système national, ou plutôt une infrastructure nationale qui vise à la mise en œuvre de ces politiques nationales et programmes nationaux. Ce système est absolument fondamental pour la promotion de la culture de la prévention visant à l'élimination des accidents sur le travail. C'est donc un système doit opérer comme un tout, doit être élaboré avec les éléments les plus importants du système, vu comme un ensemble. La Convention 187 fait référence à un minimum d'éléments qui devront faire partie des systèmes et programmes nationaux. Donc, les États membres de l'OIT devraient justement les respecter, ces éléments minima, dévoile l'existence d'un système intégré, juridiquement intégré, avec des accords qui s'occupent de toutes les questions liées à la SST dans tous secteurs confondus. Et donc, l'activation des autorités responsables des éléments liés à la SST, les mécanismes de conformité, inspection du travail efficace, de préférence à long terme, avec les autres dispositions prévues. Et en tout cas, vous avez vu les principes directeurs sur l'inspection du travail récemment approuvés qui établissent aussi la qualité de certains éléments, de certains outils et instruments. Encore, dans ce système, il faudrait insérer tous les éléments liés à la SST, sa gestion de la part des travailleurs de ses représentants. Aucun élément devrait manquer. La Convention 187 dit que, si possible, de façon séquentielle, autres éléments devraient entrer en cause. Donc, nous continuons, eh bien, il devrait être toujours présent. Un système ne sera jamais efficace sans ces éléments. Donc, quels sont ces éléments? Eh bien, une entité tripartite qui s'occupe de la SST. Dans certains pays, on voit que ce sont des acteurs fondamentaux pour la formulation et mise en œuvre de politiques efficaces sur la SST. En outre, l'existence d'une entité de conseil, une sorte d'observatoire, service SST, qui sont
absolument fondamentaux pour la meilleure réglementation mise en œuvre de la Convention 187, la recherche sur la SST, les mécanismes pour la collecte d'informations à être évalués par les autres membres et selon les dispositions de la Convention 155 et donc extension dans l'économie informelle des éléments de la SST. Donc, ce système devrait répondre à toutes les exigences d'analyse progressive, évaluation progressive de la SST. Dans beaucoup de pays, on a vu que c'est un rôle extrêmement important à jouer en termes de prévention aussi. Ensuite, orientation sur ces éléments sont présents dans le document de l'OIT, Convention 97. Donc, c'était en résumé les éléments saillants de ce que les membres de l'OIT ont fait pour le respect de la SST et aussi les éléments fondamentaux des conventions. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la prévention. Mais qu'est-ce que cela veut dire, la prévention? Qu'est-ce que les États membres doivent faire pour adopter une approche orientée à la prévention? Est-ce que c'est quelque chose qui nous éloigne de la Convention? Cela fait partie de la Convention? Oui, ces principes sont les principes fondamentaux et appartiennent aux deux conventions, non seulement à la 187. Cela répond à tout ce qu'on fait dans ce sens. La Convention 155 établit que l'objectif des politiques nationales est celui de prévenir tout accident sur le travail. Et la Convention 187 reconnaît que le principe de la SST devrait être considéré comme une priorité fondamentale. Qu'est-ce que cela veut dire, la prévention? La notion de prévention demande l'approche ex ante. Qu'est-ce qu'on peut faire avant, de façon ponctuelle, cherchant à éliminer toute source de péril, de situation à risque, au plus tôt, arriver aux sources de ces risques. Cela caractérise aussi la gestion de la SST à tous les niveaux, demande par exemple l'intégration de ces principes dans l'architecture même des politiques pour la protection des machines, des équipements, des structures de production, des systèmes de production et aussi la formulation des processus. Et donc, cela est tout à fait clair, c'est très clair quand les dispositions de la 155 nous affirment. Qu'est-ce que cela veut dire? La logique est toujours celle de chercher à tout prix d'éliminer les hasards. Et si cela n'est pas possible, alors on va vérifier ce que les institutions peuvent faire, remplacer quelque chose qui est en péril avec un élément moins soumis au risque. Donc, il faut considérer l'ingénierie, l'organisation des systèmes de contrôle et donc le tout sans donner lieu à des accidents ou causer des accidents aux travailleurs. Par exemple, une entreprise, quant au choix d'un nouvel équipement, eh bien, le choix devrait être axé sur la sûreté de ces équipements. On parle aussi de substances chimiques, les caractéristiques mêmes ou aussi les structures de production. Les autorités compétentes définies par les conventions jouent un rôle important d'investigation. Eh bien, elles-mêmes ou des organisations tierces. Par exemple, on inclut la réglementation et la mise en œuvre de certaines normes ou de certains produits qui sont introduits sur le marché, qui seront à la disposition des entreprises en déterminant les conditions liées à l'architecture, au dessin, à la conception, l'état, les conditions du lieu du travail, les équipements utilisés. Dans la plupart des cas, dans la plupart des pays, cela demande l'intervention de plusieurs autorités, des différents segments des gouvernements
le monde du travail, l'industrie, l'économie, les entités préposées à la certification de la qualité. Cela est très important en termes aussi de politique et de système. Il faut donc la coordination de toutes ces actions qui font partie de la vie des acteurs et des parties prenantes. L'importance de la prévention est établie aussi dans la Convention 187. Les États membres de l'OIT, quant à la formulation des politiques nationales SST, doivent promouvoir ces principes tels que l'évaluation des risques, éliminer ces risques à la source, développer un système de sécurité et santé axé sur la prévention, la formation et la notion d'une culture SST. Cela a été établi et affirmé dans la Convention même 187 OI. La prévention est le mot-clé quant au contenu et les objectifs des deux normes fondamentales. Eh bien, merci de toutes ces explications, de toutes ces précisions. Et maintenant, on donne la parole à Mme Manalassi. Elle aussi travaille au sein de la branche SST et est chef d'équipe de l'équipe qui s'occupe de la SST. Elle va nous parler donc de la réalisation d'un système de SST en pratique. Manal, pour répondre, disons, à ces principes et aux exigences fondamentales au niveau national, au niveau du système SST, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose et quelques précisions? Merci beaucoup de la question. Merci aux participants. Nous avons presque 1000 participants. Je suis ravie de vous voir, même si je ne vous vois pas, mais nous avons lu les noms et les pays. Et donc, c'est extrêmement important de prendre la parole avec vous et pour vous. Et c'est justement une session d'information. C'est bref, mais on sera à disposition en termes de réponse à vos questions plus spécifiques plutôt au fur et à mesure que l'on continuera avec nos travaux qui ont pris et vont prendre plusieurs années de travail. À partir de ce que les autres rapporteurs ont dit déjà et ce que Joachim a détaillé concernant les deux conventions fondamentales aujourd'hui, la 157 et la 187, eh bien, il faut en effet entrer dans les détails par rapport au sens, à la direction en termes de certification et de rapport. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans la boîte à conversation. La préoccupation est que même si fondamental, l'OIT ne peut pas obliger les États membres, mais on va écouter la voix de Erika. Ce n'est pas une question de forcer quelqu'un, c'est plutôt une question qui se relie au thème global du progrès. Mais il y a une question qui est vraiment intéressante pour nous tous. Le cadre de promotion de la Convention 187, on sait qu'il y a des mesures de système de contrôle dans la Convention 155, ce que les entreprises peuvent faire, etc. En 2006, c'était une année de négociation, de délibération lors de la conférence. L'OIT a parlé du cadre de la promotion. L'idée était celle qu'on avait plus de 19 conventions avec des recommandations et 40 instruments déjà existants sur la SST. On avait besoin de la promotion, donner une nouvelle vie à ces conventions qui étaient déjà approuvées à partir du début de la vie de l'OIT. Et donc, après un siècle, c'était vraiment, et les moments étaient venus pour établir un système grâce auquel on pouvait créer un processus pour la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention. Voilà pourquoi la décision prise le mois de juin dernier est importante. Avec l'annonce de cette Convention comme fondamentale, nous mettons ensemble l'héritage constitué par les deux conventions. Afin de les mettre en œuvre, il faut comprendre les conventions sur les produits chimiques,
sur l'asbeste qui sont critiquement importantes. Afin de le faire, notre, disons, cerveau fonctionne sur la base d'un système. Et voilà ce que nous allons faire pour soutenir les pays. Peut-être vous connaissez déjà la Convention 187, mais la première chose est le système des lois et des règlements dans le pays. Un point clé qui a déjà été mentionné par un collègue, par un des rapporteurs avant moi, est qu'il faut établir et progressivement développer et revoir périodiquement. Donc, ce que nous proposons est un mécanisme grâce auquel on pourra effectuer des révisions périodiques, toujours en consultation avec les ministères et les organisations impliquées, des travailleurs et des employeurs. Un système national veut dire une infrastructure. On va analyser le SST, ce qui est nécessaire pour renforcer certains éléments. On va analyser la structure. On a besoin des lois, on a besoin des mécanismes de conformité et on a besoin aussi des autorités. Les autorités peuvent et doivent travailler même au-delà de la structure tripartite. Il faut collaborer avec le ministère de l'Agriculture, de l'Éducation, surtout pour ce qui concerne la SST. Nous nous trouvons pendant une période de pandémie qui a frappé tous nos lieux de travail, qui nous a frappés sous tous les angles. Nous avons dû mieux gérer la SST. Nous avons dû créer de nouveaux lieux de travail à travers la recherche, la technologie et en termes d'application. Il faut aussi mitiger la diffusion de ce virus dans la communauté. Notre responsabilité est celle de collaborer avec des initiatives nationales. Donc, même au-delà de la conformité de la loi, il faudra collaborer en termes de structure tripartite. Il faut être ouvert à diffuser les services sur la SST et la formation aussi. Et c'est là qu'entre en jeu le partenariat. Aujourd'hui, nous avons entendu parler des messages au soutien de cette déclaration de notre organisation sœur, ICO, IOHA, etc., organisations SST qui ont une base en Afrique, des institutions importantes qui travaillent pour le développement des matériaux, des outils. L'OIT n'est pas là pour inventer quelque chose qui n'existait auparavant. On est là pour créer, pour améliorer. Cela fait partie d'un système bien établi. Il faut comprendre quelles sont les formations nécessaires du point de vue national, ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre les formations. Donc, non seulement l'équipe de recherche sur la SST, mais de temps en temps, à partir des pays en développement, il y a quelque chose qui manque. Il faut entendre quelles sont les pratiques locales de la part de vos pays. Cela va influencer les systèmes nationaux dans les régions où vous opérez. Et aussi du point de vue mondial, il faudra promouvoir la diffusion, le partage des informations, la collaboration parmi et entre les pays sur les leçons tirées. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été créé hier. Le concept est là depuis longtemps. L'approche la plus utile et saine du point de vue de la santé en termes d'industrie. Les travailleurs ont changé aussi. Ils ont un cycle de travail et de vie différent aujourd'hui. Nous devons suivre les approches centrées sur la formation, requalification, etc. Mais en tout cas, c'est notre patrimoine. Le patrimoine est le travailleur, les travailleurs. Et voilà pourquoi il faut les protéger. Voilà pourquoi les conventions 155 et 187 arrivent à temps. Il faut les lire et relire. Elles sont pertinentes aujourd'hui comme elles l'étaient dans le passé. Bien sûr, les services SST sont clés. Nous avons une convention fondamentale, la 161 aussi. Et cela fait partie d'un système. Ces conventions doivent aider à mettre en œuvre un système, à renforcer nos systèmes nationaux pour renforcer les services SST. Et puis, toute une série de questions qu'il faudra toujours appeler.
Et plus de 40% des travailleurs sont dans le secteur informel. On parle de loi, de le système juridique, mais il ne faut jamais oublier que nous devons améliorer notre portée avec nos projets, nos mécanismes pour améliorer la SST dans les petites et moyennes entreprises et aussi dans l'économie informelle. Si vous allez lire les conventions, c'est là, Félix, la convention 187 est vraiment une convention tous azimuts. Donc, il faudra qu'il y ait des programmes avec les priorités à mettre en œuvre. Mais et déjà une bonne infrastructure qui va améliorer tous les secteurs pris en compte par les conventions, donc dans ce système. Merci, Manal. Alors, non seulement ces deux conventions sur la SSD, mais disons, nous avons tout un monde d'instruments sur la SSD. Est-ce que vous pouvez nous dire si cela est pertinent sous la lumière de cette décision? Merci pour la question, Félix. Fondamentale. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra souligner aujourd'hui. Les deux conventions sont fondamentales aujourd'hui. Il y aura des mécanismes de rapport spécifiques pour les mandants et de la part de nos membres, mais tout le système de risque, le système de convention reste fondamental pour renforcer, mettre en œuvre justement cette convention fondamentale récemment annoncée. Eh bien, il y a des conventions qui proposent des dispositions générales, la 161. Il ne faut pas oublier les protocoles qui s'occupent d'autres systèmes et thèmes de protection. On a vu plusieurs questions sur le système de sécurité et prévoyance sociale. Il faut donc reconnaître la nature liée à la SST aussi. Donc, il faudra inviter justement les pays à créer une liste de ces risques SST. Donc, protection réelle contre les risques. L'un des thèmes qui nous qui préoccupe le monde entier, c'est la production chimique, la gestion, disons, des déchets et tout ce qui est lié au thème mondial du changement climatique. Donc, je mentionnerai cette liste de produits chimiques, non seulement les thèmes de la radiation, mais tout ce qui est lié aux accidents sur le travail dans le secteur chimique qui portent au développement du cancer et qui inclut plusieurs industries. Et puis la convention qui concerne le risque qui, de temps en temps, est oublié, mais nous avons la responsabilité, c'est le risque contre le harcèlement sexuel. Et là, il y a des conventions spécifiques. Il y a vraiment non seulement cette construction liée à la SST, mais donc nous avons des secteurs où nous avons là des risques mis en lumière. De temps en temps, on arrive à cibler des travailleurs en termes de travail spécifique, de profession. Mais quand on établit des programmes, il faut voir tous les niveaux, national, régional, et créer le produit le plus nécessaire. Merci, Manal. Et maintenant, nous allons donner la parole à notre rapporteur qui est spécialiste des normes internationales du travail auprès de l'OIT et qui nous parle de l'obligation liée au rapport après la ratification. Quelles sont les implications en termes d'obligation au rapport aujourd'hui que cette convention 187 et 157 ont été définies comme fondamentales? Il y aura des changements par rapport aux États. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Avant de répondre, je dirais que les modalités spécifiques pour les obligations du rapport seront déterminées par le conseil d'administration de l'OIT. Et justement, comme pour toutes les conventions du passé,
est déjà considéré comme fondamental. Vous savez déjà qu'il y a une obligation par rapport à la création d'un rapport de façon régulière. Les États membres, après avoir ratifié, doivent produire ce rapport. Ces rapports sont examinés par un comité d'experts qui analyse les recommandations et doit répondre à des obligations techniques. Pour répondre à votre question sur le changement par rapport au rapport de la part des États membres qui ont ratifié la Convention 187, on s'attend à des changements. Actuellement, on a 2 cycles de rapport, un cycle pour les conventions fondamentales de 3 ans, convention sur la gouvernance 6 ans pour les conventions techniques. Auparavant, la convention 157 devait être révisée et produire un rapport tous les 6 ans, comme pour toutes les autres conventions fondamentales, 3 ans. Ce sera 3 ans, ce qui aura un impact. Et en effet, ce ne sera pas un effet immédiat. Cela va partir de 2023, mais ce sera un rapport qui va être publié annuellement. Je pense que c'est une intention, l'intention de créer une sorte de cycle de rapport conséquentiel qui implique toutes les parties prenantes. Le cycle de rapport sera non seulement pour les Cela conventions concernera fondamentales sur la seulement SST. les normes fondamentales. Pour les autres normes contenant des dispositions sur les risques auront un cycle de 3 ans qui doit être accompagné par le rapport sur les autres conventions. 138 sur l'âge minimum est une convention fondamentale qui doit être faire l'objet tous les 3 ans du cycle et tous les 6 ans pour d'autres conventions. Merci, Félix. Merci, Erika. Encore une question. Est-ce que l'inclusion de la SST en tant que principe et droit fondamental du travail a un impact sur les rapports pour les États membres qui n'ont pas ratifié les 2 nouvelles conventions fondamentales? Encore une fois, cela va dépendre de la décision du conseil d'administration lors de la prochaine session, mais ce serait intéressant s'il va y avoir un changement vis-à-vis des rapports. La plupart des obligations de rapport de l'OIT sont soumises à la ratification, mais pas toutes les obligations. Il y a des exceptions importantes concernant les conventions fondamentales, par exemple. Pour les conventions fondamentales, il y a un suivi promotionnel qui est fondamental. Et cela implique que les rapports doivent être produits par tous les États membres qui ont ratifié, mais même pas ratifié les conventions. Les États qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs conventions fondamentales doivent faire un rapport chaque année par rapport aux droits fondamentaux. Et ce sera, d'après vous, il y a un rapport pour chaque catégorie? Non, ce n'est pas par catégorie. On s'attend qu'il y ait quelque chose de similaire développé par la SST et approuvé par le conseil d'administration. En ce moment, ce rapport est transmis à tous les États membres qui ont des normes, une ou plusieurs normes non ratifiées au mois de juillet, et ils doivent présenter leur rapport avant la mi-octobre. L'année dernière, il y avait également un questionnaire développé qui devait être présenté.
Ces rapports sont contenus dans un document qui contient les tendances, les évolutions par rapport aux droits et principes fondamentaux au travail. Et cela est soumis au conseil d'administration. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également la possibilité d'exprimer leur opinion sur ces rapports, sur la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail. Et ces rapports doivent, s'il y a des rapports qui mettent en évidence des difficultés, il peut y avoir de l'assistance technique offerte à ces pays ou des mécanismes comme le dialogue tripartite qui est très important pour la mise en place des principes et droits fondamentaux au travail. Une fois que toutes les normes fondamentales sont ratifiées, il n'y a plus ce type d'obligation et il y a seulement le mécanisme de contrôle auquel tous les États sont assujettis. Donc, on verra donc quelle sera la décision du conseil d'administration sur comment la SST sera intégrée dans les rapports de révision annuelle. Merci. Merci beaucoup, Erika. Maintenant, on passe à la session questions-réponses. Et là, il y a une question pour les trois derniers intervenants. Pour Joaquin, quel type de soutien est-ce que notre Assemblée peut s'attendre de l'OIT après la déclaration sur les droits et principes fondamentaux et quelle est la différence par rapport au passé? Oui, merci. Je dirais que l'OIT maintenant a une obligation fondamentale, à réaffirmer cette obligation fondamentale prévue par la Constitution d'après les dispositions et les contenus de nouvelles conventions. Le bureau a fait ce travail au fil des ans, mais maintenant, on espère pouvoir renforcer cela pour les États membres. Et on cherche également le fait on essaye de pouvoir travailler davantage avec les organisations d'employeurs de travail et le gouvernement pour arriver tous à ratifier la Convention 155 et 187 si ce n'est pas encore le cas. Tout cela par rapport à tout ce qui est contenu dans les conventions. Il faut bien sûr prendre en compte la révision des politiques nationales, les conditions dans la loi et dans la pratique, le développement de profils de SST nationaux, comme on les appelle, ce qui seraient les profils de programme au niveau national, ou encore avoir des interventions plus ciblées, par exemple pour évaluer les moteurs et les contraintes pour l'approbation de la SST dans les différents secteurs. Mais là, nous avons été assez actifs au fil des dernières années dans plusieurs pays. Et bien sûr, nous pouvons offrir de l'assistance par rapport aux politiques concernant, par exemple, des réformes ou tout type de réglementation, le développement de stratégies d'inspection du travail ou techniques, méthodologies pour les inspecteurs. Cela pour toute institution qui s'occupe de la SST. C'est quelque chose qui est assez complexe, mais d'une importance fondamentale. Il faut travailler avec les pays membres pour améliorer le système de statistiques et de bases de données fiables. Les gouvernements, les pays, en coopération avec les partenaires sociaux, pourront de cette manière formuler les meilleures preuves politiques et programmes sur la base de ces données. Nous pouvons également assister les pays membres pour pouvoir établir les cadres de qualification nationaux, le développement de services pour la santé et la sécurité, et aussi prendre en compte des risques spécifiques, risques chimiques, biologiques,
tout ce qui a à voir avec le changement climatique. Nous avons travaillé récemment avec beaucoup de pays, par exemple sur le développement de programmes nationaux contre des situations, pour prévenir des situations particulières. Nous pouvons offrir une assistance directe pour aider les pays à mettre en place des pratiques médicales concernant la SST sur le lieu de travail. Certains ont approuvé récemment des normes spécifiques pour le secteur du bâtiment et le secteur textile. Nous avons un programme important qui s'appelle SST pour tous, un programme phare qui est en place dans beaucoup de pays et qui fait en sorte que l'on applique les dispositions de ces deux conventions avec des partenaires de coopération qui soutiennent ce programme. Nous espérons en avoir même à l'avenir, avoir les ressources pour fournir l'assistance qui sera demandée par les États membres. Et nous avons également un programme spécifique pour aider les États membres à faire des améliorations, des pas en avant dans le domaine de la SST, dans les chaînes d'approvisionnement et les risques aussi. Donc, nous avons toute possibilité d'aider les pays membres par rapport à la recherche, à l'établissement de règles, de normes, de prévention, etc. Merci, Félix. Merci, Joaquin. Manal, un exemple de comment la SST, en étant un nouveau principe et droit fondamental au travail, aidera nos mandants à prendre en compte des soucis spécifiques à certains secteurs. Par exemple, comment la SST pourra être fondamentale par rapport à la gestion de substances chimiques sur le lieu de travail. Merci, Félix. Cela est très important, en fait, parce que le changement qui est en train de se produire n'impacte pas seulement les mandants, mais, disons, tous ceux qui travaillent sur la santé et les liens avec l'environnement. Je veux prendre un exemple. L'OIT est assez active dans des initiatives interagences et plateformes, notamment pour les produits chimiques. Donc, il faut avoir une approche stratégique des programmes interagences qui sont fondamentaux. Au-delà de cela, nous essayons de promouvoir la Convention de Stockholm et toutes les conventions, toutes les plateformes mondiales réunissent non seulement les gouvernements qui veulent travailler à travers leur ministre des Affaires sociales, mais aussi le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, de l'Agriculture, etc. Donc, quand l'OIT a commencé à rejoindre ces discussions, a pris de plus en plus de l'importance. Il y a quelques semaines, par exemple, nous avons fait un travail sur la Convention de Rotterdam pour l'élimination de l'amiante. Et donc, de cette manière, tout le monde peut exprimer son opinion. Cela devient fondamental. Ce n'est plus acceptable que le travailleur continue d'être exposé à des substances très dangereuses telles que l'amiante et beaucoup d'autres. Grâce à ces conventions, nos voix sont plus fortes et nous sommes arrivés à des résolutions et des déclarations. Nous voulons, au niveau mondial, être plus efficaces, faire en sorte que cela devienne un droit de l'homme en tant que principe et droit fondamental au travail. Cela va influencer également les accords commerciaux dans les différents pays et faire en sorte que l'on mette en place des mécanismes de conformité, même dans le secteur privé, dans le monde entier. Il s'agit donc de voir cela du point de vue multilatéral et de manière horizontale pour pouvoir garantir qu'on prenne en compte l'exposition à des substances dangereuses, à des problèmes et des risques liés au stockage de ces matériaux, etc. Et même le financement est une chose fondamentale. En fait, la priorité de mettre un poste au budget pour faire face à ce type de problème doit être soulevée dans plusieurs agendas. Donc,
voilà comment c'est devenu une discussion mondiale et a mis en évidence d'autres aires de soucis auprès de nos mandants. Thank you, Manal. I have a question for Erika. Erika, Une question pour Erika. Joaquin a parlé du fait que l'OIT peut aider par rapport à la SST. Et l'assistance de l'OIT sur les rapports, par exemple, comment peut être améliorée? Merci. Donc, l'OIT, le siège et les autres bureaux sur le terrain s'occupent de faire en sorte qu'il y ait un soutien pour les procédures de ratification et l'assistance à travers le Centre international de formation de l'OIT pour faire bien comprendre de quoi parlent les normes internationales et ce que sont que les rapports. Par rapport au processus de ratification et la consultation, l'OIT s'est engagé dans un grand nombre de pays pour faire mener des analyses et des études pour voir quel serait l'impact au niveau national des conventions. Cela, justement, pour évaluer s'il y a des écarts ou des mesures à adopter qui soient spécifiques à un pays déterminé, toujours à travers une validation tripartite de cette évaluation au niveau national pour arriver à un consensus tripartite sur la ratification. Ce n'est pas nécessaire. Bon, la ratification est bien sûr fondamentale, mais en tout cas, pour les principes et droits fondamentaux au travail, tout le monde est tenu de les respecter. En tout cas, il y a des processus de consultation, les processus de support pour la ratification. Pour les rapports, en fait, sur la SST notamment, c'est un processus en cours. Il y a un projet pilote qui a été lancé il y a 3 ans et les gouvernements, selon ce processus, doivent produire un rapport, mais on soutient le gouvernement pour la préparation de ce rapport. Et également, l'OIT, pour le secteur privé, prépare également des rapports des ébauches sur la Convention 187 et d'autres instruments fondamentaux aussi. Donc, on présente des informations. Dans les rapports, toutes ces informations sont disponibles et cela est envoyé au gouvernement qui décide de participer lors de l'année de rapport au printemps et pour la validation. La rédaction des rapports sur la 187 s'était étendue également à toutes les conventions concernant la SST, les conditions de travail. Je termine en disant également que le mécanisme de soutien pour les pays membres est là et l'OIT donc est disponible à offrir toute aide par rapport au rapport et à la ratification. Merci. Merci beaucoup, Erika. Je crois que nous allons clôturer cette séance d'information. Tous les intervenants l'ont mentionné. Il s'agit d'une pierre angulaire fondamentale dans l'histoire de l'OIT par rapport à la santé et sécurité au travail. Nous voyons ce qui se passe par rapport aux autres principes et droits fondamentaux au travail. On peut s'attendre à une augmentation de ratification de ces deux nouvelles conventions. On s'attend également que les pays membres vont donner la priorité à la SST dans leurs activités variées grâce au ministère du Travail. Et on s'attend également à ce que la mise en œuvre de ces conventions va fournir une approche plus systématique des interventions. Cela est assez pertinent et assez important à la fois. Ceci offre de grandes opportunités au pays de faire des pas en avant, des progrès, mais demande aussi beaucoup de responsabilités. Les organisations, les institutions à l'échelon national et même pour l'OIT, bien sûr, comme on l'a mentionné, la responsabilité donc est accrue pour tous.
toutes. Pour votre information, dans les semaines à venir, l'OIT, sur la page web de l'OIT, va publier plusieurs informations et des ressources concernant ces deux conventions et la résolution. Et cette séance d'information a été enregistrée. Elle sera disponible en anglais, espagnol et français dans la chaîne télé de l'OIT. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je voudrais vous remercier tous de votre participation vraiment nombreuse à cette séance, à tous les intervenants qui ont rendu possible cette séance d'information, tous les collègues de l'OIT qui ont soutenu l'organisation, mais aussi le fait qu'on a pu donner une réponse pendant la session questions-réponses. Nous sommes toujours là à l'OIT pour soutenir votre travail. Merci. Merci beaucoup à tous.